Ok, c'est bon. Voilà. Donc là, pour faire le test, soit vous reprenez effectivement l'exercice d'hier, soit du coup, vous prenez juste un serveur, un PC et un switch. C'est le minimum qu'il nous faut. Qu'il y ait des VLAN, pas de VLAN, c'est pas un problème parce que du coup, on va pas forcément faire passer à travers les VLAN. Donc là, pour le DHCP, on va se rendre sur le serveur. Oh oui. On va rester sur le classique. Donc là, c'est notre serveur. Bon, ça c'est la partie physique. Et ce qui va nous intéresser à l'intérieur du serveur, c'est il y a un onglet qui s'appelle Service. Et c'est là qu'en fait, on va pouvoir gérer les différents services, les différents rôles d'un serveur. Donc on a le rôle HTTP pour le serveur web, parce qu'on peut héberger du coup un serveur web à l'intérieur du serveur. Ici, il y a déjà un petit site de test qui est intégré dans Packet Tracer. Si on veut qu'on a d'autres sites ou qu'on les connaît, on peut modifier directement le site, si on connaît l'HTML. On peut directement personnaliser le site intégré dans Packet Tracer. Donc ça, c'est un des premiers rôles. On s'en servira notamment sans forcément changer le site. L'HTTP, on s'en servira justement dans le Packet Tracer pour tester le DNS. Le DHCP, c'est ce qui va nous intéresser. Je vais revenir dessus après. On a le DHCP en IPv6. Ça, on ne va pas s'en occuper. Ça, TFTP, c'est pour transférer certains types de fichiers. Pareil, ça, on ne va pas spécialement s'en occuper. Le DNS, du coup, c'est ce qu'on va s'occuper un peu plus tard. On le refera un essai la semaine prochaine après avoir vu comment le mettre sur Windows Server. Syslog, ça c'est des informations. Ça c'est pour l'authentification. Pareil, là on va pas spécialement s'en servir. NTP, ça peut potentiellement servir sur des serveurs, des vrais serveurs. Le NTP, c'est le Network Time Protocol. C'est ça qui permet d'être sûr que votre ordinateur ait la bonne heure directement. Ça synchronise avec un serveur de temps et du coup, il permet à l'ordinateur d'avoir la bonne heure. Pourquoi, à votre avis, c'est important que tous les ordinateurs et serveurs aient la bonne heure? Pour les fuseaux horaires, oui, éventuellement, mais ça, il sert à calculer les fuseaux horaires par rapport aux infos. Ça, oui. Le bail DHCP, pas trop, mais en fait, il y a un point plus particulièrement sur lequel ça peut poser problème s'il y a plus de 5 minutes d'écart. Pas les mises à jour. C'est ça, l'authentification. Si jamais le serveur voit qu'il y a plus de 5 minutes de décalage, sachant qu'il sait prendre en compte les fuseaux horaires, et que vous essayez de vous loguer, ça peut le faire tiquer en disant tiens c'est bizarre, pourquoi j'ai une machine qui est pas du tout à la bonne heure, qui essaye de se connecter, et du coup potentiellement si on n'est pas à la bonne heure, on peut tenter des procédures pour bypasser certaines sécurités en utilisant des certificats expirés ou des choses comme ça. Donc c'est pour ça qu'en général les serveurs, si on a 5 minutes ou plus d'écart entre le serveur et la machine où on va se connecter, souvent il va refuser la connexion. Parce que du coup il se dit attends, il y a peut-être quelqu'un qui essaie de faire une attaque, là pour lui c'est pas normal. Mais par contre, il sait lui déjà calculer le fuseau horaire où la personne est, il sait faire la conversion pour voir s'il est sur la bonne heure. Ça c'est pas le problème,
il sait gérer les fuseaux horaires, parce que quand vous connectez, le serveur sur lequel vous connectez, bah, il n'est pas forcément sur votre fuseau horaire. Donc du coup, il faut que les serveurs sachent faire la liaison. En plus, il y a des fuseaux horaires qui sont un peu particuliers quand même dans le monde, même si je ne sais pas pourquoi c'est arrivé comme ça. Il y a des fuseaux horaires et il y a un décalage d'une demi-heure. En Inde, ça c'est quelqu'un qui a touché au bouton dans le couloir. Oui, parce que les lumières sont reliées dans le couloir. Donc en Inde, le fuseau horaire, c'est le décalage, par exemple, là, en ce moment, je crois que c'est 5h30. Ils ont un fuseau d'une demi-heure qui se balade. C'est pas un fuseau rond, c'est un fuseau d'il y a une demi-heure de plus. Pourquoi? Mais donc du coup, non, les serveurs savent faire la part avec les fuseaux horaires, c'est pas le souci. Email, c'est si on veut gérer un serveur de mail directement à l'intérieur du paquet de traceur pour faire des essais. Mais pareil, ça, on va pas spécialement s'en occuper. FTP, potentiellement, on pourra tenter, mais on le fera plutôt avec des machines réelles. FTP, c'est pour du File Transfer Protocol. C'est pour un transfert de fichiers. Et en général, on va voir qu'on peut l'utiliser également de façon sécurisée en communication avec le SSH pour une sécurité renforcée. Ça dépend après l'utilité qu'on veut faire du FTP. Voilà. Mais en tout cas, là, ce qui va nous intéresser, qu'on va utiliser surtout sur Packet Tracer, ça va être le HTTP, le DHCP et le DNS. Donc là, du coup, on revient sur notre serveur DHCP. La première chose à faire, c'est de l'activer. Parce que par défaut, il n'est pas activé. Ici, on pourrait lui donner un nom, mais celui-là, le serveur pool de base, il est bloqué. On peut donner un nom si on met plusieurs plages de DHCP sur le même serveur. Parce qu'un serveur DHCP, si on met les commandes de relais pour passer à travers les routeurs, on peut lui donner du DHCP pour plusieurs VLAN, par exemple. Donc ici, comme je disais, le premier élément principal, c'est la default gateway. Donc c'est-à-dire la gateway qui va être utilisée par la machine pour aller sur un autre réseau. Donc ici, moi je suis sur le réseau 192.168.10 et du coup je vais dire que la gateway c'est la 1 que j'avais configurée hier dans mon exercice. C'est celle qu'on avait configurée sur ce routeur. Bon, là, même si vous n'avez pas mis de routeur, vous pouvez mettre une gateway quand même. C'est pas grave, c'est juste pour faire le test, pour vérifier qu'après, la machine va bien récupérer la gateway qu'on lui a donnée. Le serveur DNS, bon, si on avait un serveur DNS, bah on le mettrait. Mais là, en l'occurrence, on n'en a pas. Bon, si, tiens, on va en mettre un quand même qui existe sur Internet, même si là, du coup, il ne va pas répondre. Vous pouvez mettre 4 x 1. Hein? Oui, mais autant que possible, j'essaie de limiter l'utilisation du DNS de Google. Théoriquement, il y a d'autres DNS qui sont censés récupérer moins d'informations, comme le 4x1 ou le 4x9. Ils sont censés théoriquement récupérer moins d'informations que le DNS de Google. Et reconnaître toujours autant de sites, pour ainsi dire, que Google. Ça, c'est les deux premières choses à faire. Bon, on verra que quand on va le faire sur le Windows Server, c'est l'opposé. On va d'abord faire la plage d'adresse et ensuite on va donner la passerelle et le DNS. Mais c'est quand même les mêmes informations qu'on va donner. Ici, Start IP Address. Là, du coup, on va dire l'adresse à partir de laquelle le DHCP va donner une adresse. Donc, par exemple, là, si on fait 10.10, la première adresse qu'il va donner à une machine, ça sera l'adresse 10.10.
Après, c'est adapté en fonction de la configuration du réseau, de l'adresse, du nombre de machines que vous pouvez mettre sur le réseau également. Parce que ça, il ne va pas forcément le calculer automatiquement. Ensuite, du coup, vous avez le masque. Donc là, il faut bien mettre en concordance le masque et le masque du réseau sur lequel vous êtes, où vous les distribuez. Et le maximum number of users, c'est le nombre en gros, d'adresses IP qu'il va pouvoir distribuer. Donc là, vous voyez que normalement, il y a un petit souci parce qu'il y a 512. Donc après, ici, on va en mettre ce qu'on va en donner 15. 15 utilisateurs maximum, 15 PC maximum. Hein? Juste histoire de mettre un chiffre qui est vraiment dans la plage. Normalement, une plage, un DHCP ne prend pas l'intégralité. 30 secondes. Attends, 30 secondes. Je finis juste l'explication. Et donc, du coup, c'est juste qu'il faut bien retenir qu'une plage DHCP ne prend pas l'intégralité de toutes les machines. Parce que sinon, il risque d'y avoir des conflits. Parce que si vous avez déjà une machine que vous avez mis en statique, qui ne bougera pas, à un moment, théoriquement, il va essayer de l'attribuer si elle est à l'intérieur du DHCP. Donc, c'est pour ça qu'en général, on met des plages un peu restreintes en fonction du nombre de machines. Ça ne sert à rien de mettre 70 machines si tu sais qu'au total, tu vas avoir que 20 machines, par exemple. Comme ça, tu es sûr que si une fois que tu as tes 20 machines qui sont attribuées, bah, tu es sûr qu'il n'y a personne d'autre qui peut se connecter. Puisque lui, il a donné 20 adresses, donc après, il donne plus. Et à sachant qu'après, on peut toujours la réaugmenter, cette plage d'adresses. Pour les différents besoins, on peut la réaugmenter. Donc en général, ça ne donne pas tout. Même sur vos box, en général, ça donne une centaine d'adresses maximum. Ça ne donne pas sur toute la plage. Oui, du coup, Hmm. Ouais. Là, 10, c'est parce que justement, en général, c'est ce que j'ai expliqué. Les serveurs et tout ce va être fixe, avec des adresses fixes, on va les mettre au début ou à la fin. Donc là, admettons que tu aies plusieurs serveurs. Du coup, ils vont avoir des adresses fixes, donc ils vont être au début. Donc c'est pour pas on met pas 2 ou 3 par exemple, parce que du coup, tu risques d'avoir des serveurs qui vont être fixes et qui vont déjà avoir cette adresse-là. Donc tu risques d'avoir un conflit. C'est pour ça qu'en général, on décale un petit peu le début de la plage d'adresse, la plage d'adresse. C'est pas une obligation, mais comme en général, c'est soit mis au début, soit mis à la fin les adresses fixes. Après, si effectivement tu sais que tu vas mettre toutes tes adresses fixes sur la fin, dans les 250 par exemple, 240, 250, dans ce cas-là, tu peux commencer à 1, ton serveur d'HCP. Mais là, étant donné qu'on a déjà mis la gateway qui est à 10.1, du coup, ça veut dire que tout ce qui va être fixe, on va plutôt le mettre côté du début. Donc, c'est pour ça qu'on décale un petit peu le début de la plage. C'est pas c'est pas des normes précises ou quoi, c'est plus des conventions habituelles de travail. Mais c'est pas une obligation. Tu pourrais mettre ton serveur fixe, tu peux le mettre au niveau du milieu de ta plage, ça marchera quand même. Mais c'est pas le plus logique. Et c'est pas dans les habitudes, pas dans les habitudes en général. Et aussi pour le retrouver plus facilement. Donc bon, on verra qu'il y a des moyens de trouver justement les différentes machines à partir de scan réseau, mais c'est quand même mieux en général que les adresses fixes soient au début. Donc du coup ici on met 15 utilisateurs et c'est tout. On va voir qu'après, quand on va être sur le vrai DHCP, quand on va régler dans Windows Server, il y a une option qui est demandée en plus et qui existe dans tous les serveurs DHCP. C'est ce qu'on appelle le bail. C'est-à-dire pendant combien de temps une adresse IP qui a été donnée à une machine est réservée. Par défaut, sur la plupart des serveurs DHCP, c'est 8 jours. C'est-à-dire que si votre machine, vous vous reconnectez dans les 8 jours, le bail va être prolongé.
Si par contre vous reconnectez que après les 8 jours, votre adresse IP peut avoir changé. En fonction du nombre de machines, il y a des fortes chances que ça ait changé. Mais c'est pas toujours le cas. Mais voilà, on s'expose à ça. C'est si on est sur un DHCP et qu'on a un bail qu'on ne se reconnecte pas régulièrement, on peut perdre notre adresse. C'est pour ça que tout ce qui est serveur, y compris celui-ci, on va le passer directement, lui, en adresse statique. C'est-à-dire qu'on va lui figer son adresse directement en dur. Il ne pourra pas bouger. À votre avis, pourquoi, du coup, tout ce qui est serveur, on leur met une adresse fixe, une adresse statique? À votre avis, comme ça. Déjà, pour la route statique, ça peut faciliter si on fait une route statique directement vers une machine en particulier, donc pas vers un réseau, même si en général c'est vers un réseau, mais il y a des éléments où on peut viser une machine en particulier. Et du coup, pourquoi du coup c'est intéressant dans la route statique? C'est pour retrouver votre serveur. Parce que si, un exemple pour bien illustrer, c'est si par exemple vous allez chez le médecin, vous allez à l'hôpital, du coup vous allez à une adresse. C'est un bâtiment, bâtiment physique, il a une adresse. Donc ça, c'est l'équivalent de votre serveur. Admettons que votre serveur, du coup, lui, qui est votre hôpital, il a pas d'adresse statique. Il a une adresse dynamique. Donc vous y allez, vous y retournez un mois plus tard, bah vous arrivez, c'est plus un hôpital qui est à cet endroit-là, c'est autre chose. Parce que du coup, son adresse, elle n'était pas statique. Elle a changé, il a changé d'adresse et vous, bah, du coup, vous savez pas forcément où elle est. Donc du coup, bah, si votre serveur n'est pas statique, ça complique les échanges avec le serveur. Ça va marcher pendant un certain temps. Il suffit qu'il soit déconnecté un certain temps par rapport au niveau du bail. Et bah, du coup, quand il va revenir, il va avoir une autre adresse. Et du coup, bah, toutes vos liaisons, elles vont plus fonctionner puisqu'elles visaient un point particulier et le point n'existe plus. Donc c'est pour ça, n'importe quel serveur que vous allez mettre en place ici, là, et même de toute façon en Java même chez vous, la première chose à faire, c'est de passer cette adresse en statique. Bon, ici, dans Packet Tracer de base, de toute façon, les adresses sont directement en statique, mais on verra qu'un Windows Server ou même un Linux Server par défaut, si on ne lui précise pas qu'on veut du statique, ça sera en dynamique. Donc, ce qui peut poser des problèmes. Parce que, oui. Bah oui, si du coup tu visais un serveur VPN mais qui n'existe plus, il a changé d'adresse, bah du coup tu peux plus te connecter dessus puisqu'il n'existe plus. Après, ça peut être qu'il a été fermé aussi, je sais, en fonction de. Mais en général, normalement, ça dépend les adresses des VPN que tu trouves. Mais si c'est un fournisseur VPN, genre NordVPN, CyberGhost et tout, eux, logiquement, même s'ils changent l'adresse derrière, pour toi, c'est invisible parce qu'ils font un relais. Mais après, si c'est un VPN que tu as trouvé chez toi ou quoi, que tu as trouvé via un autre site, pas forcément effectivement un site d'hébergeur spécifique, oui, potentiellement, tu peux avoir l'adresse qui change derrière et du coup, plus arriver à te connecter au serveur VPN. Ouais, bah, donc soit il y avait un problème au niveau de l'authentification, du serveur d'authentification, qui mémorisait mal les informations ou qui resetait des choses, ou le serveur vers lequel ça pointait qui changeait régulièrement. Il fallait remettre à jour une certaine configuration pour retrouver l'adresse. Ça peut être une cause, effectivement, parce que justement le serveur VPN n'était pas fixe. Je ne dis pas que c'est forcément la cause dans le cas où tu avais fait le stage, mais ça peut être une des causes. Après, comme le VPN, lui, il fait l'authentification, il peut avoir un problème avec justement la mémorisation des clés de cryptage qui mémorisaient pas ou qui mémorisaient pas longtemps.
Et du coup, quand il redemandait une clé, ça pouvait avoir des problèmes. Mais ça peut être effectivement le problème du serveur qui changeait d'adresse ou qui tombait régulièrement, qui peut être le problème. Donc c'est pour ça, les serveurs, mettez-le vous en tête, la première chose à faire, c'est de les mettre en statique. Et de toute façon, sur Windows Server, il y a certains éléments, si votre adresse n'est pas en statique, il va vous dire non, je veux pas le faire. Directement, il vous dira non, je veux pas installer ce rôle-là parce que t'as pas mis l'adresse en statique. Au moins comme ça, c'est clair. Donc là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. De toute façon, on verra sur 3 règles de base au niveau des serveurs quand on fera Windows Server en direct. Donc voilà, ici, le dernier truc qui reste à faire, c'est de faire save. Parce que si vous faites pas save, il va pas mémoriser. Donc ici, on va garder juste une plage pour l'instant. Mais si on voulait envoyer plusieurs plages DHCP à partir du même serveur, bah on refait la modification. Et sauf qu'on va faire add à la place de save. Mais pour l'instant, déjà, pour le principe, on va le faire juste comme ça avec une seule plage. Mais un serveur DHCP peut gérer plusieurs plages. Il suffit juste de renommer la plage et de faire add avec les bonnes informations. Mais dans ces cas-là, vous risquez d'avoir besoin du DHCP relais que je vous ai mis dans le document. Donc pour l'instant, on va rester simple. Oui. Non, non, même si tu te déconnectes, il te redonne la même IP si tu te reconnectes pendant la durée du bail. Mais par contre, si tu te reconnectes après, non. Le bail justement permet d'éviter que chaque machine ait des adresses à chaque nouvelle connexion. Oui, c'est ça. C'est l'adresse MAC effectivement qui va de. Effectivement, comme on va voir quand on va faire le DHCP sur le Windows Server, il y a une option qui s'appelle la réservation DHCP. C'est-à-dire qu'on va lier une adresse qui est à l'intérieur du DHCP à une adresse MAC, mais elle reste quand même considérée en tant que statique, que dynamique. Mais elle aura toujours, peu importe le bail, elle aura toujours cette adresse-là. Souvent, c'est utilisé des fois en entreprise pour les imprimantes. Les imprimantes, des fois, ils ne les passent pas forcément en statique, elles peuvent être en DHCP réservé. Ou plus galère, ça m'est arrivé parce que c'était le cas à Conforama, les imprimantes étaient en DHCP. Donc quand la personne qui avait son imprimante dans son bureau partait en congé, en général, quand elle revenait, l'imprimante, elle nous disait ah bah ça imprime plus. Ouais, bah, faut qu'on reconfigure pour configurer le truc, fallait retrouver l'IP de l'imprimante déjà. C'était marrant. Hein? Attends. C'est ça, donc des fois, il fallait envoyer des fois, ça voulait pas répondre ou quoi, donc même au scan, donc du coup, bah, on envoyait la personne, l'itinérant qui allait sur place pour récupérer l'adresse IP et en général, bah, il lui faisait directement la configuration parce qu'il savait faire la configuration. Il était pas là juste pour dépanner les problèmes physiques. Et du coup, Conforama, dans le siège, c'était à peu près 750 postes du coup. Et donc, il y avait plusieurs niveaux d'entretien et au total, et il y en avait une personne qui était attribuée qui faisait les déplacements physiques. S'il fallait se déplacer physique, c'est en général c'est lui qui y allait, c'est pas les autres membres du service, sauf si vraiment il était occupé et qu'il y avait une urgence. On pouvait être amené, mais c'était assez rare. Et lui était vraiment là pour faire tous les déplacements physiques. S'il y avait des problèmes de câblage, des fois, c'est lui qui allait et tout. Et c'est lui qui préparait notamment aussi les machines, les ordinateurs pour les employés. Mais donc il savait faire pas mal de choses, mais lui était dédié à ça. Et il était plus ou moins dans une cave
Enfin, pas exactement une cave, mais c'était dans le truc, dans le stock avec tout le matériel. Il n'y avait même pas de fenêtre et tout. Vraiment le truc, ça fait vraiment le cliché. Mais c'était ça, quoi. Il était vraiment dans le stock matériel. T'avais même les connexions du téléphone, ça passait pas. Mais voilà, donc des fois, dans les entreprises, vous vous retrouvez en poste de technicien itinérant, c'est-à-dire c'est vous qui allez vous déplacer sur les différents postes de l'entreprise pour régler les choses si ça peut pas être fait à distance. Hein? C'est plutôt TAI en général. Mais ça pourrait être donc intéressant, vu au moins tu bouges, quoi, aussi. Mais après, vous pouvez au début, on peut vous coller de toute façon un peu en mode TAI au début, quoi, pour tester et tout, pour voir. Ça, faut pas vous inquiéter au début, vous n'avez pas forcément, ouais, tiens, construis-moi ce serveur là, quoi, au premier jour. Donc voilà. Mais du coup, effectivement, les différentes imprimantes à Conforama étaient en statique, étaient en dynamique justement. Donc ça fait qu'elles se retrouvaient arrêtées pendant un certain temps, et bah du coup, il y avait des problèmes réguliers. Donc c'était pas forcément le plus logique, mais ils n'avaient pas envie de remodifier ou quoi, donc du coup, voilà. Donc c'est toujours ça en entreprise, les imprimantes, c'est toujours un peu toujours un petit peu la galère. Soit parce qu'elles répondent plus parce qu'elles étaient en dynamique ou mal réservées, ou parce que les gens savent pas s'en servir. Alors des fois, ils voient pas qu'il y a du bourrage papier, donc du coup, toi, tu te déplacer et en fait, juste parce que il y avait un bourrage papier et que personne s'en est occupé, ou que la personne n'a pas envie de s'occuper à changer le tonnerre aussi. Classique. Oh, le tonnerre, oh non, pas envie. C'est ça. Et puis quand tu as changé le truc, tu as 300 pages qui sortent parce qu'il y avait tous les trucs qui étaient en note. Du coup, voilà. Ici, donc c'est bon, on a réglé. Maintenant, on peut fermer notre serveur. On vérifie juste dans le desktop qu'on l'a bien mis en statique. Donc là, je savais que j'avais mis en statique. Ici, bon, je ne vais pas remettre le DNS. Et ici, maintenant, je vais aller sur mon poste qui est sur le VLAN 10. Et ici, justement, dans desktop, là, par défaut, il est en statique. Et maintenant, justement, on va le passer, le PC classique, on va le passer en DHCP, justement. Parce que par défaut, lui, paquet de traceur, il met en statique la configuration. Il ne le met pas en DHCP automatiquement. Et donc là, on voit bien qu'il a maintenant l'adresse 192.168.10.10, que son masque c'est 3 fois 255, que sa gateway c'est bien 192.168.10.1 qu'on avait bien rentré dans le DHCP, et le DNS qui est bien le 4x1 qu'on avait rentré. Hein? Ça t'a tout effacé? Normalement oui. Par contre, tu es en simulation ou real time? Ah voilà, c'est pour ça. Parce qu'en fait, du coup, là, tu peux le faire. Par contre, si vous voulez le faire en simulation pour voir le trafic, c'est faisable, mais il faut activer le filtre DHCP. Ouais. Mais je veux dire, si tu veux le faire, voir la circulation de l'étape en mode simulation, on peut le faire. Il faut juste mettre, du coup, on va le faire. Donc, show all none. Ici, je vais mettre du coup la requête DHCP uniquement. Et ici, je vais lui dire que lui, là, je le passe en statique et je le repasse du coup en DHCP. Donc ici, on voit le paquet de DHCP qui est prêt. Donc j'avance. Il arrive au switch. Il a envoyé que sur les ports de toute façon où il pouvait envoyer. Donc là, il a reconnu pour l'instant le serveur.
Là, il a reconnu aussi la gateway. Voilà, donc là, après, le serveur répond. Si on clique ici, non, là, on voit pas l'étape. Je regardais si ici on voyait l'étape, le DHCP request. Non, là on le voit pas marqué. Voilà, là on avance, il va sur la machine, ça repart de la machine, ça retourne au serveur, qui retourne à la machine. Et là du coup, maintenant, si on regarde, j'étais trop vite, elle a bien récupéré maintenant l'adresse. Donc on voit bien les différents échanges entre la machine et le serveur, aussi avec en mode simulation dans Packet Tracer. Et donc ça, du coup, c'est le principe vraiment de base. Et après, on verra que sur Windows Server, ça sera la même chose, avec juste les options pour faire les réservations DHCP. Donc du coup, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Ah, il a fait la même chose que toi?